من ميلانو مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. أحدث ثورة في صناعة الأزياء في العالم، خلق امرأة جديدة وأضاف قوة إلى مظهر الرجل. سلطان الموضة هو منذ منتصف السبعينات، غزا العالم بتصاميمه، فاقت نقاط بيعه 1000 وقدرت مبيعاته ببلايين الدولارات الأمريكية سنويا. نادرا ما يتحدث عن شخصه، والليلة يشذ عن القاعدة ويفتح لنا قلبه. Giorgio Armani, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Je suis très content de vous avoir. Monsieur X veut que sa femme soit la plus élégante. Que doit-elle porter? Madame X veut que son homme soit le plus séduisant. Que doit-il porter? Giorgio Armani, comment répondez-vous? Il faut voir qu'est-ce que c'est cette dame X et cet homme X. Ça dépend des gens d'hommes et des gens de femmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a plusieurs modes à porter, différents esprits de mode. Mais si on parle normalement d'une femme élégante, je pense que la femme élégante et l'homme élégant se doivent regarder très bien dans le miroir, sur le miroir, et se considérer bien, être sincère avec eux-mêmes, se reconnaître avec un esprit et pas tricher du tout avec un vêtement. Vous avez toujours la bonne réponse pour cette question? C'est un peu toujours la même réponse. Mais en tout cas, je pense que normalement, l'élégance, on peut l'identifier dans l'écart des choses, de superflus, en éliminant les choses à mettre. Il ne faut pas surcharger les hommes et les femmes de vêtements. Il faut les simplifier autant que possible. Absolument. Pour que ça sorte le visage, ça sorte la mentalité, ça sorte l'identité du personnage. Yves Saint Laurent avait dit un jour, le plus haut vêtement d'une femme, ce sont les bras d'un homme qu'elle aime. Mais pour celles qui n'ont pas eu la chance de trouver ce bonheur, je suis là. Alors, est-ce que vous partagez cette belle réflexion? Ça, c'est très, très bien comme définition. C'est sûr que pas toutes les femmes ont la chance d'avoir un homme avec les bras comme ça, mais il faut essayer de s'habiller bien pour trouver un homme avec les bras. Il ne faut pas, en même temps, trop exagérer dans cette recherche. Il ne faut pas donner l'impression d'avoir envie de ça. Il faut toujours glisser un peu. Je dis toujours qu'une femme qui entre dans une chambre, peut-être elle peut même entrer en silence et en même temps pas être aperçue. Comment est-ce qu'on dit aperçue? Aperçu. Mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans la chambre, quelqu'un dans la chambre, et c'est cette femme. Ressentez-vous toujours que vous êtes cet homme qui est prêt à enrober la femme? Je fais un travail que j'aime beaucoup. Et je pense que la femme, c'est un modèle sur lequel on peut travailler avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Et il ne faut pas profiter de ça, parce que c'est vrai que c'est un travail fait surtout pour les femmes, parce que l'homme, il a beaucoup moins d'exigences. La femme, par contre, elle a beaucoup d'esprits différents à désirer et tout ça. Mais il ne faut pas profiter de la femme qui montre d'avoir envie d'être belle, d'être désirée, de trouver un homme opportun qu'elle prie et tout ça. De provoquer. De provoquer. En somme. Et moi, il faut provoquer, mais avec une légèreté, une sensibilité, une subtilesse. Et une subtilité. Absolument, subtilité. Giorgio Armani, vous avez bâti cet empire en 30 ans. D'ailleurs, cette année, vous célébrez vos 30 ans, je ne dirais pas de carrière, mais les 30 ans de la maison Giorgio Armani. Avec du recul, quel regard portez-vous sur ce parcours? J'ai fait un long travail, 30 ans de travail énorme, fait avec beaucoup de sentiments. Ce n'est pas été un travail absolument recherché pour l'argent, pour être fameux, pour avoir du pouvoir. J'ai fait ce travail parce que j'aimais faire ce travail. Et chaque jour que je travaille sur cette matière, je trouve un motif pour vivre, pour être là, pour
avoir un contact humain, un rapport humain avec les gens. Vous savez, je ne sors pas beaucoup, je suis tout le temps ici, peut-être chez moi, mais je ne bouge pas beaucoup. Et donc, mes rapports avec l'extérieur, c'est vraiment le vêtement. C'est ce que je présente, je propose à n'importe quel niveau de produits, parce que je fais les jeans, je fais les robes de couture. Mais avec ça, je communique avec les gens. Et ça, je trouve fantastique, parce que je suis là. Et c'est un rapport de fidélité en même temps. Donc, en quelque sorte, vous êtes esclave de votre travail. Si, on peut dire que je suis un peu esclave de mon travail, parce que ce travail, on le fait comme ça, on ne le fait pas. Absolument. Il faut se dédier vraiment à ce travail. Il n'y a pas un moment où le travail est oublié pour penser à autre chose. Le soir, quand je suis chez moi, je regarde la télé, mais en même temps, je regarde la télé pour voir les vêtements. Ou si je vais à un film, je vois comme c'est habillé cet acteur, hein, ou comme la mise en scène s'est faite pour que ça donne une émotion à moi. De toute façon, vous êtes connu d'être un monsieur workaholic. Vous travaillez sans arrêt, vous travaillez continuellement, et vous êtes très exigeant. C'est-à-dire vous fignolez les petits détails et vous faites attention aux tout petits détails. Mais c'est pas paranoïaque, hein, il faut dire ça. Sur les bords. Non, non, c'est pas ça. Je pense que ce travail aussi, il faut faire comme de cette façon, c'est-à-dire avec total d'édition, comme ça. Mais en même temps, il faut être très exigeant, parce qu'on ne peut pas laisser passer. Le petit détail, quelquefois, signifie beaucoup de choses. Ça, c'est une rigueur, une C'est discipline. une rigueur, une discipline pour laquelle je suis connu, si vous voulez, mais ce n'est pas vraiment fatigant, tout ça, pour moi. Vous y êtes... C'est presque normal. Ça m'arrive normalement de trouver ce que marche pas, ce que marche bien par rapport à un vêtement, par rapport à un décor, une atmosphère. Vous y êtes totalement versé. J'ai appris à être versé. Je ne suis pas né comme ça. Mais c'est fatigant. Vous trouvez que la vie c'est fatigante? Non. Alors, ma vie, Être c'est ma vie. esclave des petits détails de la vie. Non, c'est pas vrai. Parce que, vous savez, j'ai commencé à faire mon travail avec une palette de couleurs qui était une centaine de beiges différents. Des petites différences. Et c'était devenu un peu une espèce de ridicule, tout ça. Ouais. Mais il y avait des différences dans les beiges que je proposais dans mon défilé. Et les gens, après, me disaient, oui, c'est vrai, tu as fait du beige, mais quand même, chaque sortie, il y avait une atmosphère différente. Cette recherche subtile, cette recherche pas tellement évidente, c'est un peu ce que m'a distingué, fait la différence, différence avec d'autres couturiers, par exemple. Giorgio Armani, on dit que votre pire ennemi est le temps. Vous le combattez sans répit, sans arrêt. Le temps qui passe, vous énerve-t-il? C'est vrai, le temps qui passe, c'est quelque chose qui occupe tes sentiments. Le matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, tu fais un peu la somme, hein, le bilan de ta journée. Et à la fin de tout ça, le temps passe. Le bilan est toujours positif, dans votre cas? Si on veut le voir positif, c'est positif. On le voit positif. On le voit. Donc c'est une perception on s'oblige à voir positif. Sinon, ça devient fatigant. Ouais. Dites-moi, comment est-ce que vous célébrez vos anniversaires? Êtes-vous du genre à fêter en grande pompe? Mon anniversaire personnel? Ouais, on parle du temps ici, on parle des années. J'aime pas l'anniversaire. Pas seulement le mien, mon anniversaire, mais l'anniversaire des autres. Pourquoi? Ça commémore quand même une naissance. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fini. Tu es arrivé à un certain moment et quelque chose est passé. Je préfère penser qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver. C'est ce qui est passé. Votre vision du vêtement a-t-elle beaucoup changé avec le temps? A changé. Parce que j'ai commencé en habillant les femmes avec des vestes hommes, si vous voulez. Démontés, sans intérieur, sans doublure et tout ça, mais quand même, c'était des vestes hommes. De là, aujourd'hui, j'ai fait des différences, naturellement. J'ai fait des vestes courtes, des vestes étroites, des vestes larges, ou plutôt j'ai fait des pantalons grands, hommes, ou des pantalons très étroites, ou des mini-jupes, parce que les gens ne connaissent pas vraiment, au fond, mon travail. Les gens ont une idée de moi que je fais
C'est un couturier qui a fait un habillement masculin porté sur les femmes. Mais si on regarde un peu, ça on peut le voir, si on regarde toute ma production, présentée par exemple à Guggenheim, il y a d'énormes différences entre une saison et l'autre. Mais les gens connaissent la veste homme, qui tombe bien, la veste décontractée. J'ai fait des choses incroyables. Enfin, ils vous connaissent à travers cette veste parce que tout simplement, vous avez fait intrusion auprès des femmes grâce à cette veste-là. Oui, mais en plus, il faut dire que la veste habille bien. Ça aide beaucoup naturellement. à vivre. Bon, vous vous êtes développé avec le temps, vous avez progressé naturellement. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une certaine duplication dans vos croquis, dans vos designs? Est-ce que vous répétez de temps en temps? Est-ce que vous sentez une certaine répétition dans ce que vous faites? C'est sûr. Mais les gens exigent ça. Si je fais quelque chose de différent, il y a quelqu'un qui va apprécier, par exemple la presse, et une partie de la presse dit non, mais c'est pas Armani. Donc je suis un peu, si vous voulez, encadré dans un cliché d'un genre de mode qui oblige la femme à être une femme qui travaille, une femme qui bouge dans la vie, comme ça. Une femme confortable. Confortable, d'une façon. Mais en même temps, je me sens un peu encadré dans cette histoire. J'ai fait des robes de soir très, très, très sexy. Mais peut-être les gens ont une idée précise de moi qui est différente. Votre style est inimitable. Imitable, oui, inimitable. Beaucoup de monde a imité mon style. Mais c'est pour cette raison que quelquefois je me suis un peu mis à part de mon style. Parce que enfin, j'ai trouvé sur le marché des copies de mon produit. Il y a un moment en Amérique, il y avait un couturier qui faisait exactement les mêmes choses, les mêmes coupes, les mêmes couleurs, les mêmes tissus. Qui? Non, il ne faut pas dire ça. Calvin Klein? C'est vous qui le dites. Giorgio Armani, on compare votre imaginaire à l'intemporel. Cependant, en avance sur son temps. Comment vous expliquez cette dualité? C'est-à-dire intemporel parce que je pense que d'avoir toujours fait quelque chose qui sert aux gens à vivre, à travailler, à être mieux le soir, le jour, n'importe quoi. Quelque chose qu'on peut garder dans l'armoire et tirer et mettre avec la dernière production, de la dernière collection. Et mélanger les choses, c'est-à-dire, il n'y a pas un produit, selon moi, de ma créativité qui peut être considéré un peu hors du temps. C'est-à-dire, c'est hors du temps, c'est pas la mode. Je fais des choses qu'on peut mélanger après. Donc c'est hors du temps. Et en avance sur la mode. En même temps, c'est hors du temps, sûrement, mais en même temps, si je les mets, ensemble, l'assemblage des différentes pièces, ça rend la chose hors du temps, du temps. Donc vous estimez avoir vaincu le temps, ou plutôt la notion du temps. L'émotion du temps. J'aime beaucoup ça. Tout le monde reconnaît dans ma capacité, vraiment, c'est-à-dire les gens pense que je suis capable de faire devenir nouveau ce que c'est enfin de l'Armani, même si c'est vieux de l'Armani. Le mélange des choses, c'est quelque chose de très spécial que je fais. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à définir, difficile à faire aux autres. Seulement, moi, personnellement, je peux trouver la façon de mélanger les choses d'une certaine façon. L'opulence légendaire de son style, la fertilité de sa créativité, ont fait de lui le sultan de la mode. Il s'appelle Giorgio Armani et ce soir, nous le rencontrons à Milan dans le cadre de l'émission Au-delà des visages. On s'arrête avec une pause publicitaire et on vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Après cet arrêt publicitaire, retour à l'émission voilà, au jour au-delà des visages avec Giorgio Armani. Alors vous avez abandonné vos études en médecine, vous avez viré vers la mode pour débuter avec Nino Cerruti, avant de voler de vos propres ailes. Coordinateur de staff, coordinateur de mode, staff designer, freelance designer, toutes ces tâches ont dû entraîner chez Giorgio Armani une évolution exceptionnelle, une évolution riche de votre style. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette description?
Oui, le départ, c'était comme ça. Mhm. J'étais en train de faire mes études de médecine, j'ai décidé de quitter ça. J'avais des problèmes au point de vue économique, je voulais gagner de l'argent. Donc on m'a proposé d'entrer dans l'usine de Nino Cerutti et j'ai dit, je ne sais rien, je ne connaissais rien. C'était l'homme, hein, c'était une usine de vêtements masculins. Et j'ai dit, mais je vais apprendre. Il m'a dit, oui, parce que je reconnais, Nino c'est un personnage très gentil. Il avait vraiment identifié dans ma personne quelqu'un qui aurait pu faire des choses dans la mode. Mm. Et j'ai travaillé beaucoup, pour 8 ans pour lui. Après, j'ai décidé de prendre un autre chemin. C'était le chemin de possibilités, c'est-à-dire faire la femme, de faire plusieurs choses, pas seulement la veste, parce que l'homme c'était très limité, absolument très limité. Alors à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'étais bien payé, j'étais bien considéré par la maison Cerutti, mais j'ai fait un effort sur moi-même. J'ai dit non, il faut que je quitte. Et après ça, c'est devenu le bureau de stylisme, c'est devenu ma ligne personnelle, Giorgio Armani des années 60-74. Et après là, c'était les licences, c'était les grands magasins américains, c'était les premiers magasins de propriété. Mm-hmm. Et de là, aujourd'hui, je suis là. Et j'espère que vous continuez à l'être. Je reste là. Y rester. Chez Giorgio Armani, est-ce le talent ou l'esprit d'entrepreneur qui a fait que vous avez battu ces records considérables de réussite légendaire? Alors, le talent, c'est quelque chose qui est difficile à identifier tout d'un coup. Il faut avoir quelque chose dedans et peut-être qu'après le travail t'aide à faire sortir le talent. Mm. Mais si tu n'as pas ça, tu n'arriveras jamais. Hein. Et tout de suite après, c'est la nécessité d'avoir la capacité de profiter du talent pour rendre ce talent, au point de vue économique, quelque chose de valable. Donc l'exploiter. Exactement. Les deux choses, c'est difficile à voir, les deux choses en même temps. Mais je pense que c'est un peu un exemple un peu unique sur ça. Parce que normalement, un couturier à côté, quelqu'un qui l'aide dans les affaires, qui ne veut pas savoir rien de la créativité, et par contre avoir la possibilité de décider les contrats, de faire n'importe quoi. Et les choses ensemble, c'est difficile à regarder. Alors, d'un côté, je suis couturier, je suis un créateur, et je mets à la table pour faire ma collection, pour aider les autres, mes collaborateurs, à mettre ensemble les choses. Et de l'autre côté, je suis entrepreneur, c'est-à-dire c'est le juge de ma activité créative. Mm. Et ce sont deux rôles différents, mais qui m'amusent beaucoup. Parce que, premièrement, je dis ça c'est bien, ça j'aime beaucoup, il faut faire ça. Deuxièmement, je dis non, c'est pas vendable, c'est trop cher, ça ne sert à rien. C'est une femme qui va porter ça, donc je vais éliminer. C'est cette balance dans les choses, c'est très intéressant. C'est une gymnastique mentale fantastique. Le succès, est-ce qu'il continue à vous éblouir? Je ne me rends pas compte vraiment du succès, sinon parce que je suis devant vous qui m'interviewez et je pense que ça signifie le succès. Alors. Mais je ne suis pas vraiment convaincu, parce que chaque 6 mois... Vous en êtes conscient? Inconscient, tout petit peu. Je veux exprès être inconscient, parce que si je suis conscient de succès, je mets là, avec mon portrait, avec mes maisons. Je n'ai pas envie de travailler, je vais jouir de ma possibilité économique. Mais par contre, si j'ai peur de ne pas avoir de succès après, je travaille, je deviens fou s'il n'arrive pas à avoir un résultat. Donc c'est ça que j'aime avoir. Pas avoir la conscience de voir du succès dont je suis arrivé. C'est jamais arrivé. Bon, en parlant de situation économique que vous venez d'évoquer, il paraît que vous êtes le designer et le couturier le plus riche au monde. Est-ce vrai? Je pense que ce n'est pas exact, cette définition. Parce que je suis riche, sûrement, je l'ai déclaré normalement. Il y a des gens qui ont fait ça pour moi, la presse l'a divulgué plusieurs fois. Forbes Magazine. Exactement. Mais je pense que je suis le couturier qui déclare ce qu'il gagne. Il y a une petite différence. Il paraît que vous êtes le couturier, ou plutôt l'italien, qui contribue le plus en impôts
au gouvernement. Et ce, pas forcément. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcé à le faire, mais vous le faites à titre bénévole. Est-ce vrai? C'est vrai. Alors, quelle est la totalité? Mais je pense qu'il y a plutôt, des gens beaucoup plus riches que moi. quelle serait la somme d'impôts que vous versez chaque année? La somme? Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas d'argent. C'est pas gentil de parler d'argent. Ah, je suis intéressé à le savoir. Non, je paye beaucoup de taxes. Je gagne beaucoup d'argent, mais je paye une fortune. Mais il paraît que vos recettes annuelles, les recettes de vente annuelles chez Giorgio Armani, et Emporio Armani, mais enfin, chez vous-même, oui. ouais, le cumul est de 5 milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai? 5 milliards de dollars signifie... 5 billions. 5 miliardi di dollari, 5 miliardi di dollari, je ne sais pas. 4.5 billions of Mais euros. vous savez très bien, vous savez, je vais faire une chose. L'argent pour moi, c'est vraiment, ce sont des chiffres. Je sais, j'ai des collaborateurs qui m'organisent autour des meetings pour me donner des résultats, mais tout de suite après, j'oublie complètement. Ce matin, j'ai fait un meeting avec tous mes collaborateurs pour voir le point de la situation économique de la Giorgio Armani. Mais si vous me demandez quel est le résultat économique de la Giorgio Armani des années 2000, Vous avez oublié? J'ai oublié. Alors je ne vous crois pas. Permettez-moi de Croyez vous le comme dire. vous voulez. Dites-moi, vous êtes toujours svelte, vous êtes en bonne forme, vous êtes sportif décidément, vous êtes tout le temps bronzé en plus, avec des cheveux blancs et grisonnants. Je vous souhaite naturellement une longue vie. Mais qui va vous hériter? Et ça, c'est la demande que beaucoup de monde me pose et devant laquelle je me trouve un peu embarrassé parce que c'est pas question seulement d'avoir un héritier, c'est question de à qui laisser ton argent, mais c'est de donner la suite de l'affaire Armani après moi. Qui va porter le flambeau, c'est-à-dire? Exactement. Qui va le porter, à votre avis? Je pense que je suis en train d'organiser assez bien une équipe de personnes qui peuvent faire ça, au point de vue commercial, au point de vue créatif, au point de vue financier. Il y a quelque temps, j'avais peur de ça. J'avais peur parce que je n'étais pas à mon aise sur ce sujet. Je pensais que j'ai fait un grand course pour faire parler de Armani comme un couturier, c'est-à-dire pour grandir l'empire, mais je me sentais un peu faible, sur des colonnes pas bien placées. Maintenant, depuis 5 ans, je suis beaucoup plus tranquille et j'ai appris à faire ça. Il faut apprendre à faire ça. C'est pas facile. C'est pas l'avocat qui te conseille, c'est dans toi-même que tu dois trouver la force et la décision de dire non ou oui à certaines choses. On m'a parlé d'une de vos nièces que vous initiez. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est Sylvana qui travaille pour moi et s'occupe de Emporio Armani. Il y a ma sœur qui s'occupe de l'image publicitaire. Il y a mon neveu qui s'occupe des licences. Mais c'est vraiment l'équipe de personnes. Je ne pense pas que... j'aimerais pas donner le poids de tout ça à un de ma famille. Absolument. C'est trop lourd à porter. Giorgio Armani, presque 50 ans de carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir toujours considéré dans le travail et aussi dans la vie de garder ce qu'on aime. Pas d'être comment est-ce qu'on dit, conditionné par l'extérieur, ou par les tendances, par les modes et tout ça. On doit toujours avoir une idée précise, soit dans la vie privée, soit dans le travail. C'est-à-dire de vous immuniser. Exactement, d'immuniser, exactement. Sans pour autant de vous détacher de ce qui se passe. Sans être aveugle. Bien entendu. Il faut pas voir, hein. Il faut voir. Il ne faut pas se désensibiliser. Exactement. Et voir et décider ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Votre inspiration est-elle toujours aussi vivace que vos débuts? Plus. Encore plus? Oui. Plus fertile? Oui. Une carrière comme la vôtre, Giorgio Armani, est-elle encore possible aujourd'hui pour un jeune créateur? C'est plus difficile. Parce que moi, j'ai commencé à travailler dans la mode et c'était un moment très, très spécial pour la mode, surtout la mode italienne. Il y avait des gens en France, des stylistes, des gens qui s'occupaient de mode chez les grandes industries. En Italie, c'était différent. Il y avait très peu de choses comme ça. Il y avait
plutôt les stylistes français qui venaient travailler pour l'industrie italienne. Et donc j'ai trouvé un terrain assez vide, favorable. Maintenant, vous savez très bien, il y a plutôt les grandes organisations multinationales qui s'occupent de ça. Et on lance le produit avant l'avoir fait, absolument. C'est-à-dire, on parle d'un produit bien et personne ne l'a vu. On parle déjà que c'est bien et personne n'a encore vu. C'est-à-dire, les grandes organisations font ça. Moi, quand j'ai commencé lentement, tranquillement, avec un certain équilibre. Et j'ai commencé à faire des choses que j'aimais et je pensais que les gens auraient aimé. Maintenant, ce n'est pas vraiment comme ça. On lance sur le marché quelque chose qui doit être, en principe, le dernier cri de la mode, et c'est ça que les gens aiment maintenant. Même s'il n'est pas beau. Qu'est-ce qui vous fait encore rêver? La prochaine collection. Les prochaines collections, disons comme ça. Et il me fait arriver aussi penser, par exemple, que je peux travailler maintenant avec un certain relax. Oui, je suis occupé le matin, le soir, mais je vois avec une certaine distance les choses. C'est peut-être l'âge. Peut-être. Il a altéré le vêtement de la femme en introduisant le confortable, le simple, le contraste et les variations. Lui, c'est le grand Giorgio Armani. Et ce soir, il est notre invité dans l'émission Voilà le jour au-delà des visages. Une fois de plus, on est avec la pub et par la suite, nous allons vous retrouver. Restez avec nous. Après cet arrêt publicitaire, retour à Giorgio Armani. Vous avez construit votre nom de fil en aiguille, des élégants costumes pour hommes, robes et tailleurs confortables pour la femme, en passant naturellement par les designs trendy, avant-gardistes, une multitude de styles et de collections. Giorgio Armani, êtes-vous plus inspiré par les créations pour femmes ou par les créations pour hommes? Il faut dire que si je commence à penser une collection femmes, il y a beaucoup plus de choses à faire. Parce que les femmes sont très différentes entre elles. Et il y a la femme qui aime être romantique, la femme qui aime être sexy, la femme qui aime être ethnique, ou n'importe quoi. Votre femme, comment elle est? C'est un mélange des choses. C'est un mélange des choses. Parce que je ne peux pas penser que j'aime une femme habillée avec un veste-homme, simplement. Si elle porte une veste-homme, elle peut porter une jupe très féminine. Un grand bijou ou porter des chaussures à tennis. J'aime beaucoup penser à la femme moderne, qui mélange les choses. Ça, c'est la vérité de la mode moderne actuelle. D'accord. Alors, je pense à ça. Pour revenir à la question originale. Alors, donc, disons que la femme, c'est plus difficile à imaginer. Parce que vraiment, les femmes sont très différentes. Et identifier la femme, pour la saison, c'est la femme que tu aimes, c'est difficile. L'homme, par contre, c'est plus facile. L'homme, c'est plus simple. Mais peut-être, pour la raison pour laquelle c'est plus simple, c'est aussi difficile à faire, à renouveler. Naturellement. Donc, c'est les deux choses ensemble. Pourquoi n'êtes-vous pas concerné par la couture? Concerné signifie quoi? C'est-à-dire, vous n'êtes pas tellement versé dans la haute couture. Dans la haute couture. Je n'ai jamais approché la haute couture parce que quand j'ai commencé, c'était plutôt le rapport avec les usines que j'avais très, très direct. Dans les usines, c'était la multitude de pièces, c'est pas la pièce, c'est pas l'atelier. Mon école, c'était ça. C'était pas l'atelier de ma mère ou de mon grand-père, c'est pas dans lequel j'avais vécu, non, c'était quelque chose de complètement différent. C'était le prêt-à-porter qui commençait à être important. À ce moment historique, c'était le prêt-à-porter fait par les usines
très industriel, très imprimé, c'est-à-dire paf, comme ça, tous les vestes c'était les mêmes. Moi, quand j'ai commencé, j'ai dit à M. Cerutti, j'aimerais faire des différences, même si une veste est différente de l'autre, j'aime que ce soit comme ça, pour donner une identité, pour faire sortir le corps de l'homme, le corps de la femme, avec ses défauts, avec ses qualités. Et il était d'accord sur ça. Il ne voulait pas faire une usine à l'américaine. C'était vraiment, quand je dis imprimé, c'était vraiment l'esprit du produit très, très organisé, très défini et tout ça. Il y avait un aspect un peu comment est-ce qu'on dit, atelier un peu dans ça. Tout petit peu, parce que pour changer un bouton, c'était un problème. Pourquoi ne pas avoir innové dans vos créations? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Est-ce que vous avez peur de concurrencer les autres grands créateurs de haute couture, surtout les Italiens? Non, je dois dire que normalement, la partie finale de mes collections femmes, on peut les identifier comme couture, parce que ce sont faits à la main, sont brodés à la main, sont cousus à la main. La partie finale, disons les robes de soie, on ne peut pas imaginer une usine qui fait des robes de soie. Brodées comme ça, avec dentelle, avec chiffon, avec tous ces produits. Donc c'est une partie que c'est plutôt couture. Mais je ne fais pas de défilé couture pendant la semaine de la couture, ni à Rome, ni à Paris. Donc je pense que si on veut sortir de mes collections depuis 20 ans, disons comme ça, une partie de pièces, on peut les identifier comme haute couture. Giorgio Armani, vous chérissez les couleurs terre. Pourquoi est-ce que vous êtes éloigné des couleurs vives et vivaces et éclatantes? Alors, je vous raconte une anecdote. Alors, j'ai commencé avec le terre pour la raison que si on imagine un vêtement, soit homme ou femme, réalisé avec une couleur neutre, sur cette veste ou cette robe, on peut mettre le bijou qu'on aime, on peut mettre le détail, l'accessoire. Chaque fois peut être le rouge, le vert, le bleu, le noir. Et la robe beige, ça devient différente. Par contre, si je fais une robe rouge, c'est rouge. On peut la sortir une fois par semaine. Par contre, la robe beige, on peut la mettre avec les talons bas, avec une écharpe l'hiver, avec n'importe quoi. Et on peut avoir la possibilité de changer l'image. Le rouge, c'est le rouge. Donc c'est plus fonctionnel, c'est plus pratique. Exactement, pratique. Mais après, tout de suite après, mais après quelques années de travail sur le beige, pour lequel travail, on m'a dit que je vais inventer le grège, que c'était un demi-beige, demi-gris. Ma mère, à un certain moment, m'a dit, Giorgio, j'en ai un peu assez de ce beige. Un jour, tout d'un coup, elle m'a dit, mais Giorgio, il faut que tu changes un peu. Et j'ai commencé à changer un peu, à mettre un peu de couleur, à me forcer de voir les couleurs de ma façon. Bon, mais c'est toujours les mêmes couleurs, ternes. C'est-à-dire le bleu marine, le non, noir, c'est pas ça. le beige, le kaki. Vous n'êtes pas, comment est-ce qu'on dit Bien informé? Bien informé sur ça. J'ai fait des collections absolument colorées. Je me suis inspiré à... Oui, mais elles furent rarissimes. Pardon? Elles furent rarissimes. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas souvent que vous avez fait ça. Non, chaque collection, il y a une partie de couleurs qui devient différente chaque année, chaque 6 mois. Et ça devient la couleur de la saison. Naturellement, il faut dire que la priorité, c'est pour les couleurs neutres, parce que tout le monde aime ça, de ma part. Giorgio Armani, comme nous avons déjà parlé au cours de cette émission, vous avez éliminé le superflu, vous avez introduit le confortable et l'élégance du non compliqué, abandonnant ainsi la couture rigide et conventionnelle, ce qui a fait que le prêt-à-porter Giorgio Armani est aujourd'hui numéro 1 au monde, sans aucun doute. Cependant, on dit que Emporio Armani ne décroche pas les mêmes résultats et que la qualité est inférieure à des prix relativement chers.
Comment vous les commentez sur ça? Vous avez groupé tous les problèmes. 2 secondes de conversation. Ce n'est pas tous les problèmes, pas du tout. Non, J'ai fait des c'est pas un louanges, problème. je parlais des C'est qualités. Disons que c'est une précisation, comme ça. Une précision. Alors, une précision. Alors, c'est vrai, l'Emporio, quand j'ai pensé à l'Emporio, c'était plutôt un produit pour qui n'avait pas tellement d'argent. Pour les jeunes qui voulaient avoir un produit Armani qui n'était pas cher. Et on est parti de jeans. Enfin. Plus ou moins. Non, mais en principe, c'était très peu cher. Les jeans, c'était les blousons portés sur la femme, c'était des ceintures, très, très simple. On avait un petit magasin à Milano. Mais tout de suite après, les gens ont exigé, de ma part, de faire une vraie collection pour les jeunes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas pouvoir d'argent. Et j'ai commencé à imaginer une collection qui était peut-être, qui dérivait un peu de l'homme, qui était réalisée avec des tissus pas chers, naturellement pour un prix de vente acceptable. Mais de là, de nouveau, tout le monde a dit non, parce que de Armani, on attend la qualité. Donc on a monté un peu la qualité de l'Emporio, en gardant les prix pas hauts, pas grands, pas exagérés. Mais l'Emporio, il faut dire, a eu une évolution énorme dans le temps. Parce qu'elle a commencé avec, comme je viens de vous dire, avec des blousons portés sur la femme. Et maintenant, Emporio, c'est une vraie collection qui part du sport, il arrive le soir et tout ça, l'accessoire et tout ça. C'est difficile à identifier la clientèle Emporio. Parce que moi, je m'habille Emporio. Mais j'imagine qu'un jeune homme de 18 ans peut s'habiller Emporio. Donc Emporio, c'était en principe un petit grand magasin qui avait tout, pour tout le monde. Tout le monde qui n'avait pas envie de dépenser beaucoup d'argent, qui en même temps avait envie de trouver dans un magasin quelque chose qui était un peu à la mode. Donc Emporio tient compte aussi de ce qui se passe autour. Ce n'est pas la mode de Armani seulement, mais c'est une déclination de la mode qu'on trouve en général dans le monde, vue par mes yeux, à travers mes yeux. En général, pourquoi cette cherté dans vos vêtements? Cette Cherté. Qu'est-ce que c'est cher? Vous êtes un couturier cher. Ah, cher, Vos produits sont chers. Non, c'est pas tellement cher. Oui, naturellement, la première ligne, c'est cher comme Le Giorgio Armani est trop cher. Pas trop cher. Pas assez cher comme les autres. Ah bon? Absolument. Il y a des gens, des couturiers qui sont beaucoup plus chers que moi. Enfin, moi, je parle pour la collection pour hommes, ou les vêtements pour hommes. En comparaison Et avec là, les il y a une couturiers, vous êtes recherche le plus cher. énorme, parce que normalement, pour hommes, comme on disait avant, la recherche est plus subtile. Un tissu bleu, c'est un tissu bleu, mais en effet, le tissu bleu que je fais, c'est différent du tissu bleu qu'on voit à côté. Donc, c'est une recherche plus subtile. On ne voit pas vraiment d'un coup comme ça un mètre. On doit la toucher, on doit garder. Surtout, la recherche, c'est dans la facilité à porter. Quand on porte une veste Armani, on peut la porter du matin au soir, on ne s'aperçoit pas qu'on a une veste sur. Giorgio Armani, vous êtes resté loin de la politique et à l'abri des politiciens traditionnels, sans aucune alliance avec les grandes figures politiques de l'Italie. À quel point ce choix fut-il une bonne décision à votre avis? J'ai toujours essayé de rester loin pas seulement des politiques, mais de ce que c'est ceux qui conditionnent. Je vais être libre. J'ai toujours voulu être libre dans mes choix. Et si on se lie à quelque chose ou quelques groupes, on est normalement, logiquement, lié à ce groupe. Et en plus, je ne voyais pas cher ce que c'était vraiment clair. Je ne voyais pas clair ce que signifiait pour moi appartenir à un groupe politique. Ce n'était pas nécessaire pour moi, ce n'était pas une obligation. C'est une chose rarissime ici en Italie. C'est une chose Rarissime, rare. rare. C'est vrai, parce que normalement en Italie, on fait partie tout le temps de quelques groupes. Pas seulement en Italie. Mais particulièrement. Particulièrement, entre guillemets. Particulièrement, c'est vrai. C'est un peu dans l'esprit des Italiens, comme ça. Se grouper, voir des petits cartels. Giorgio Armani, il a fait une révolution dans la mode. Il a donné plus de pouvoir, plus de force, plus de virilité à l'homme. Ce soir, nous le rencontrons. La toute dernière partie de cette émission, c'est juste après cet arrêt publicitaire.
Giorgio Armani, vous êtes titulaire d'une longue liste de décorations, de récompenses et de trophées. Une liste qui apparemment est aussi longue que le nombre de zéros dans vos comptes en banque. Il est vrai que vous essayez de projeter l'image du modeste, du low profile, du timide, du retiré. Cependant, il y a une partie des gens qui estiment que vous êtes le faux modeste, que vous êtes un monsieur arrogant et que vous essayez justement de faire de la comédie. Alors, où réside la vérité? Donc, il faut dire que dans son métier, il faut être, selon l'occasion, un peu acteur, sûrement, parce que quelquefois, on doit jouer un peu le rôle de couturier, selon les gens que tu as devant toi. Hein? Si tu te rends compte que devant toi, il y a quelqu'un qui aimerait savoir que tu te mets là, tu penses à la couture, tu penses à belles choses, avec des mannequins autour tout le temps, tu restes un peu dans le jeu, tu joues un peu avec ça, mais je trouve idiote ça. Alors, ça m'arrive normalement très peu, souvent. Donc, je préfère être moi-même. Ce soir, Et comment moi, vous êtes? ce soir, je suis absolument direct. C'est vrai, je suis timide, mais j'ai appris à être moins timide avec ce travail, avec peut-être un résultat de succès. Je suis exigeant, mais je suis surtout exigeant avec moi. Donc, je suis dur avec les autres, c'est vrai. J'ai très peu de temps pour être, pour trouver la façon de dire les choses moins dures. J'ai 5 minutes, devant moi un collaborateur, je peux faire dire les choses que je pense sans arriver avec des chemins différents qui me permettent d'avoir beaucoup plus de temps à disposition. Donc, c'est vraiment question de temps, vous savez, et je parle toujours du temps. Et ce qui me manque. On revient à la notion du temps. Oui. Dites-moi, vous êtes le seul designer à avoir fait la couverture du Time Magazine après Christian Dior. Qu'est-ce que cela vous fait? Ça, c'est arrivé dans le moment pour lequel j'étais pas seulement sûr de moi, je n'avais pas bien compris qu'est-ce que signifiait pour moi la couverture de Time. Aujourd'hui, avec du recul? Aujourd'hui, je me rends compte qu'est-ce que c'était. Et je pense que c'est parti un peu de là, mon empeño. Comment est-ce qu'on dit empeño en français? C'est ma façon de travailler, c'est-à-dire de là partit ma force pour vraiment faire comprendre que la couverture de Time s'était bien placée. Pour la première fois, le Guggenheim Museum a organisé une exposition sur le bilan de votre carrière, un bilan que vous avez décrit de positif ce soir. C'est la première fois, justement, que ce musée consacre une exposition à un couturier toujours en vie. Alors, cette exposition sillonne le monde depuis, de New York à Bilbao, à Berlin, à Londres bientôt. Tous ces honneurs. Monsieur Armani, et encore, y a-t-il des points, y a-t-il des projets qui vous tiennent à cœur? Le vrai projet de vivre beaucoup d'années encore. Mais pas vraiment pour moi. Moi, j'ai eu beaucoup de choses. Je ne dis pas pour faire de la comédie, mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu des affections, j'ai eu des vrais amours, j'ai eu des succès, l'argent, des possibilités économiques assez grandes. J'ai beaucoup de maisons partout, j'ai des voitures, j'aurai prochainement un bateau. Donc si on considère un peu tout le résultat de ma vie, je suis absolument très content. Vous êtes chanceux et vénard. Vous vous considérez chanceux? Chanceux, que je suis soddisfatto. Ouais, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, c'est-à-dire. Ah, la chance, chanceux, oui. Absolument. J'ai eu la chance de mettre à point bien mon talent. Et j'ai eu la chance de voir autour de moi des gens
que j'ai choisis, il faut dire, qui m'ont aidé beaucoup. Vous avez dit un jour, j'ai toujours pensé que chaque individu a un jour l'opportunité de changer les choses et j'espère avoir cette chance. Que souhaiteriez-vous changer? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que ma vie tourne autour des gens, par exemple, qui sont à côté de moi dans le travail. Donc je ne peux pas imaginer de sortir de là, de me mettre sur une terrasse, dans un endroit merveilleux, peut-être tout seul, peut-être sans rien, sans personne autour que j'aime. Donc, pour moi, c'est difficile d'imaginer notre histoire. Ce que j'imagine maintenant, c'est de voir cette réalité avec une certaine freddezza, comment est-ce qu'on dit, froideur, sans être émotivement trop impliqué, et de voir un peu comme ça, et de peut-être de continuer ce travail. C'est tout ce que j'aime. Est-ce que vous êtes un homme seul? Pas vraiment. Vous savez, on est seul quand tout le monde pense que tu es avec beaucoup de monde. Le soir, par exemple, personne ne me téléphone. Puis tout le monde dit, mais tu auras n'importe qui avec toi, tu sortiras, tu auras beaucoup de rendez-vous, personne ne me téléphone. Et il faut dire qu'à 8 heures le soir, tu ne peux pas engager personne à faire passer la soirée. Hein. Et donc, mais ça, c'est pas un problème pour moi. J'ai pas envie de... Je me suis entouré de choses merveilleuses. Ma maison sont bien, mes animaux, les gens qui vivent avec moi. Vos objets? Mes objets. Vos livres? Mes livres, mes vêtements, parce que souvent je viens le soir, je vois ce que j'ai fait, je considère tout ça tout seul peut-être. Mais c'est pas désagréable. Je trouve que ça remplit beaucoup votre vie. Ma vie. Alors vous avez parlé de tout cela et des souvenirs. Est-ce que vous aimez être entouré des souvenirs? Des souvenirs signifie Memories. Ricordi. Memories, oui. Mais j'ai beaucoup de souvenirs de mon passé, des moments fatali. Comment est-ce qu'on dit fatali? Fatali signifie important, qui tournent un peu dans ma tête. Et de temps en temps, j'aime beaucoup vivre ces moments, tout seul. Y a-t-il des instants particuliers Il y que a vous beaucoup. chérissez et que vous souhaiteriez saisir, arrêter et y revivre? Peut-être vivre pour bouger d'une façon différente, pour jouir beaucoup plus. Pour mieux les exploiter. Exactement. Giorgio Surtout Armani. par rapport aux autres. Giorgio Armani, moi je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, de vous interroger. J'espère justement que ce portrait que nous avons brossé autour de vous fut, dans quelque sens, proche de votre propre portrait. Vous avez dit que vous n'êtes pas toujours naturel, que vous essayez de faire de la comédie. Alors j'espère qu'on a pu vaincre ce masque et qu'on a pu justement, comme le titre de l'émission l'indique, aller au-delà de votre visage. Alors, en espérant que vous allez vivre longtemps, parce que c'est un souhait, et c'est ça votre rêve, une vie intense, une vie pleine d'émotions, une vie pleine de rêves, et un succès fulgurant continu. Alors, je vais vous demander de bien clôturer l'émission à votre façon. Vous savez, il y a des millions de spectateurs qui vous regardent ce soir, vous habillez les corps de millions de femmes et d'hommes dans le monde arabe. Alors, à tout ce public qui vous suit, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et comment vous aimeriez signer l'émission? Alors, il faut dire que j'aimerais les connaître, une par une, un par un. J'aimerais avoir un contact direct. Comme je viens de dire, le contact que j'ai avec les gens sont les vêtements. J'espère que le message arrive, mais ce n'est pas possible. Quelquefois, le message est arrêté par d'autres raisons. Mais j'aimerais beaucoup voir par exemple le Liban. Je ne connais pas. Alors, vous attend. J'aimerais beaucoup être là. Nous aussi. Merci. Alors, merci encore une fois. Merci. Merci à vous. شكرا لمتابعتنا، شكرا لوفائكم لهذا البرنامج. نلتقي فيكم بالأسبوع المقبل دائما بنفس الوقت. تصبحوا على خير.